Alors, dans le cadre du cours de la théorie de mécanisme, nous allons étudier le cas d'un bras manipulateur. Tout l'intérêt, c'est d'analyser ce système à travers donc, les différentes modélisations des liaisons, donc de le réécrire par l'analyse statique ou l'analyse cinématique, dont l'intérêt de calculer la mobilité, bien évidemment, de l'ensemble de ce mécanisme et le degré d'hyperstatisme. Alors, l'objectif de cette étude, c'est d'analyser ce mécanisme sans degré d'hyperstatisme dans le but d'améliorer ce mécanisme via le degré d'hyperstatisme, c'est-à-dire essayer de diminuer un peu le degré d'hyperstatisme pour le rendre moins hyperstatique ou encore le rendre carrément isostatique. Donc, on montre dans le schéma un peu les différentes composantes, comment ils sont associés, assemblés, et on montre aussi la fonctionnalité à travers ce schéma qui montre clairement donc l'utilisation ou la manipulation ou la fonctionnalité de ce bras manipulateur, c'est de saisir des composantes, des pièces d'un emplacement vers un emplacement vers un autre emplacement. En tout cas, c'est un bras manipulateur fixe. La partie socle, c'est la partie S0. Le graphe de liaison, le schéma cinématique de ce mécanisme traduit d'une manière beaucoup plus simple et simplifiée les différentes mobilités entre différents composants de ce mécanisme, les différentes liaisons. Donc en L1, c'est une liaison pivot-glissante. L2, pareil, c'est une liaison pivot-glissante. L3, une liaison pivot en O, de centre O, d'axe OX. Et la liaison L4, c'est une liaison hélicoïdale, d'axe, là encore, OX. La liaison L5, c'est une liaison pivot. La liaison L6, c'est une liaison pivot de centre B, d'axe PX. Le graphe de liaison traduit les différentes liaisons entre différents solides, notamment donc S0, qui est supposé la partie fixe, le bâti, S1, qui est supposé la vis, S2, c'est l'ensemble que j'appellerai glissière. Vous remarquez qu'il y a un moteur M01, l'entrée de mouvement se fait à travers ce moteur, qui permet de faire déplacer la glissière 2 suivant l'axe des X. En A et en B, évidemment, ce sont deux liaisons pivots, ils vont être commandés certainement par un moteur dans leur mobilité. Alors, on va s'intéresser plutôt à la boucle S0, S1, S2. Mais dans un premier temps, S0, S2. On remarque que S0 et S2 sont deux liaisons qui sont parallèles. Donc, l'intérêt, dans un premier temps, c'est de chercher une liaison équivalente et de chercher le degré d'hyperstatisme. Quel est le degré d'hyperstatisme de la liaison équivalente aux deux liaisons parallèles, L1 et L2, entre S0 et S2, et quels sont les inconnus hyperstatiques et à quelles conditions géométriques de position relative des liaisons sont-ils des liaisons correspondent-ils. Donc, on va regarder ensemble des liaisons équivalentes, mais aussi regarder le degré d'hyperstatisme de l'ensemble entre la liaison S0 et S2 qui est traduite par deux liaisons parallèles. Le torseur relatif donc en H, c'est une liaison pivot-glissante et en K, c'est une liaison pivot-glissante. En O, soit donc le torseur équivalent X, Y, Z, L, M, N. Donc on va essayer de réécrire la liaison équivalente par la sommation des torseurs. Le torseur d'action mécanique transmissible dans le cas de la liaison équivalente, de liaisons qui sont parallèles, c'est la sommation des torseurs des actions mécaniques. Donc là, on les a écrits au point O, ce qui peut traduire un peu le torseur équivalent. On remarque que X égale à 0, donc la liaison équivalente, c'est certainement donc une liaison glissière d'axe X. Le degré d'hyperstatisme, donc par l'équilibre, parce que là, il s'agit de deux corps S0 et S2, c'est S0, c'est le bâti. Donc si on équilibre
Bien évidemment, on n'isole pas le S0, on équilibre S2. Par l'équilibre de S2, on remarque que le rang d'équation, c'est égal à 5. Et le nombre d'inconnus statiques, il est de 8. Donc le degré d'hyperstatisme, c'est de l'ordre de 3. Alors, 3, si on analyse un peu les équations, ça peut être soit Z1 ou Z2, M1 ou M2, N1 ou N2, du moment que Y1 et Y2 peuvent être obtenus par l'équation 2 et l'équation 4. Donc les inconnus sont pour nous Z1 ou Z2, M1 ou M2, N1 ou N2. Alors à quoi correspondent ces inconnus? En fait, ils traduisent les conditions qui peuvent être, c'est des contraintes qui peuvent être de type dimensionnel de distance, c'est pour Z, ou deux conditions angulaires, ce qu'on appelle d'orientation, de parallélisme, d'abord autour de Y pour M, M1 et M2, et autour de Z pour N1 et N2, entre les axes des liaisons L1 et L2. Donc, c'est des contraintes dimensionnelles et des contraintes de type parallélisme. La question, quel est le degré d'hyperstatisme de la chaîne fermée S0, S1, S2, S0 en faisant abstraction du moteur M01? Alors, bien évidemment, les analyses de degré d'hyperstatisme peuvent se faire par soit l'analyse statique, soit l'analyse cinématique, mais souvent, lorsque vous avez des chaînes qui sont fermées, l'analyse cinématique est beaucoup plus simple. Alors, déterminons d'abord le degré de mobilité. Nous avons le torseur. Alors, bien évidemment, donc on va supposer le torseur associé à la liaison équivalente que nous avons mis en place, S0, S2, par le torseur V02, donc 0, 0, 0, et VX02, c'est la translation sur l'axe des X, c'est la liaison glissière, la liaison équivalente que nous avons calculée tout à l'heure. Nous avons mis en place la liaison L3, c'est une liaison pivot, donc on l'a traduit par oméga x3, et la liaison 4, c'est une liaison hélicoïdale, qui est une liaison particulière, donc qui est oméga x4, elle est liée à Vx4 par la valeur du pan, c'est P oméga x4. Donc si on met en place l'ensemble, la sommation des torseurs égale à 0, la fermeture, la somme des torseurs cinématiques égale à 0 permet de donner deux équations, Vx4 plus oméga x4 plus oméga x3 égale à 0, et Vx02 plus P oméga x4 égale à 0. Donc le rang d'équation est de 2. Ce qui nous permettra alors d'en déduire la mobilité qui est égale à IC moins RC. IC, c'est le nombre d'inconnus cinématiques qui en nombre 3. Et RC, c'est le nombre d'équations indépendantes. Donc la mobilité, c'est clair, qu'on peut facilement déduire même à la main, la mobilité est de 1. Par la suite, donc le degré d'hyperstatisme, on peut le calculer par IS moins ES plus M, le nombre d'inconnus statiques. ES, c'est le nombre d'équations, 6 fois N moins 1. Vous avez 3 solides, bien évidemment, donc S0, on ne les isole pas, donc ce qui est traduit par deux équations, et le degré d'hyperstatisme alors égale à 4. Donc sachant que la liaison entre S0 et S2 est elle-même hyperstatique d'ordre 3, ce que nous avons mis en place tout à l'heure. Alors dans cette partie, donc, on va essayer de déterminer les inconnus hyperstatiques de la chaîne S0, S1, S2, S0. Et on va regarder les contraintes dimensionnelles et les contraintes d'orientation de parallélisme. Donc, on va essayer de regarder l'ensemble des contraintes, des conditions géométriques de position relatives à ces différentes liaisons. Et on va proposer une modification de la liaison L4. La liaison L4, c'est la liaison hélicoïdale. Donc l'intérêt, bien évidemment, c'est de rendre le mécanisme
isostatique et minimiser l'incidence des actions mécaniques supportées par la vis S1. Donc, si on regarde un peu les actions, le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur l'ensemble, rappelant que nous avons S0, S1, S2. Et on va retenir la liaison équivalente entre S2 et S0, ce que j'ai défini par le torseur T02. Alors nous avons l'action de S0 sur S1, c'est la liaison L3, qui est une liaison pivot de centre O, d'axe OX. La liaison S1, le torseur, la liaison L4, c'est le torseur de S1 sur S2, qui est une liaison hélicoïdale. Et la dernière, bien évidemment, c'est la liaison équivalente, qui est traduite via donc, le calcul que nous avons vu auparavant entre la liaison L1 et la liaison L2, et qui se traduit par un torseur d'une liaison glissière, donc 0YZ LMN. Alors, il y a encore aussi des actions d'entrée sur la pièce S1, donc il ne faut pas oublier les actions externes, notamment donc, le torseur des actions d'entrée que j'ai appelé XE, YE, ZE, LE, ME, NE d'une manière générale, et les actions mécaniques de sortie sur la pièce S2 qui sont définies par le torseur TS, XS, YS, ZS, d'une manière générale là encore, LS, MS, NS. Voilà. Alors, rappelons que les actions externes, ce sont des éléments qui sont connus. Donc, on ne le répertorie pas parmi les actions qui sont inconnues. Donc, ce sont des actions qui sont connues. Alors, on va isoler S1 et on va isoler S2, puisque S0 c'est le bâti, donc on ne va pas l'isoler. On va regarder le bilan des actions qui s'exercent sur chaque élément et on va établir nos équations d'une manière en appliquant le principe fondamental de la statique. Donc, sur S1, vous avez T3, T4 et TE. Alors, j'ai mis moins T4 parce qu'on isole S1 et là, on s'intéresse à l'action qui s'exerce sur S1 et tout à l'heure, nous avons exprimé le torseur de S1 sur S2 et là on s'intéresse torseur mutuel, donc on va mettre un signe moins pour T4. Donc T3 moins T4 plus TE égale au torseur nul et on va établir nos équations. Donc nous avons ces équations qui sont retenues par l'équilibre de S1 et après on va équilibrer S2 et on va faire par la suite le bilan de l'ensemble des équations qu'on va analyser par la suite. En appliquant le principe fondamental de la statique sur la pièce S2, en isolant S2, nous avons le torseur pour la liaison L4, puis moins le torseur 0,2, parce que là on isole S2, et le torseur que nous avons défini dans un premier temps, c'était le torseur de S2 sur S0. Donc là, on s'intéresse au torseur de S0 sur S2, donc on va mettre un signe moins. Et puis le torseur, bien évidemment, des actions dites sorties. Le bilan des actions, des équations qui sont retenues par cet équilibre, c'est ce que vous avez donc devant vous, donc un ensemble d'équations en nombre 6. Alors, on va essayer de regrouper l'ensemble des équations et on va essayer de les interpréter, de regarder un peu les équations qui sont indépendantes, des équations qui sont dépendantes. Le bilan des actions par l'équilibre de S1 et S2 donne lieu à l'ensemble des équations que nous avons donc mis en place avant. Et on retrouve un certain nombre d'équations. Si on analyse un peu ces équations, on va procéder par élimination. Donc, les équations qui permettent de donner directement les inconnues de liaison, donc on va supposer les supprimer, retenir uniquement des équations qui introduisent des données d'hyperstatisme. Donc, si on remarque, par exemple, dans l'ordre, dans l'équilibre de S1, par exemple, l'équation 4 permet de donner X4 en fonction de LE.
Donc x4 n'est plus un degré, et fait plus partie en tout cas des inconnus hyperstatiques de ce système d'équations. Si on regarde par exemple la même chose sur les équations SU d'équilibre de S2, x4 par exemple, là encore, on peut l'en déduire directement à travers mes équations. Après, donc, les inconnus qui sont déduits d'une manière directe, on peut les remplacer dans les équations, dans d'autres équations, pour voir quels sont les inconnus qui peuvent être, là encore, déduites en remplaçant ces équations qui ont été déterminées auparavant. L'exemple, si je prends l'équation, par exemple, 4 de l'équilibre de S2, vous avez Px4 moins L plus Ls égale à 0. Là encore, ça permet d'en déduire L en fonction de x4 qui a été déterminé auparavant. Alors, si on examine ces équations, on constate que les équations, en tout cas, qui ne peuvent pas être résolues, sont les équations en Y, les équations en Z, les équations en moment M et les équations en moment N. Alors, pour relever ce degré d'hyperstatisme que nous avons calculé auparavant, qui est égal à 4, dans l'interprétation des équations, pour qu'on puisse résoudre le système d'équations, et donc on devrait avoir soit Y3 ou Y4 ou Y. Ou encore Z3 ou Z4 ou Z sur les équations des efforts selon l'axe Z, ou encore des équations de moment pour relever le degré d'hyperstatisme, soit M3 ou M4 ou M, ou encore en dernier sur les moments autour de l'axe Z, soit donc on met donc N3 ou N4 ou N pour relever le degré d'hyperstatisme. Alors si on interprète ces éléments, pour rendre par exemple le degré d'hyperstatisme, pour diminuer le degré d'hyperstatisme de 4 par exemple à 3, il se fait par exemple d'éliminer un des composantes, par exemple Y3 ou Y4 ou Y, ou encore rendre Z3 égal à 0, ou Z4 égal à 0, ou Z égal à 0, ou encore M3 égal à 0, etc. Donc ça permet, donc quand j'élimine une composante force à un moment, ça veut dire je libère la translation ou je libère la rotation. Alors si on analyse la colonne, la deuxième colonne, puisqu'on vous demande dans cet exercice de modifier la liaison L4, donc je prendrai uniquement la colonne, la deuxième colonne où j'aurai Y4, Z4, M4 et N4. Pour que je puisse modifier cette liaison et la rendre carrément isostatique, ça veut dire je devrais attribuer à Y4 0, la même chose pour Z4 0, M4 0 et N4 0. Alors si je donne à Y4 0, Z4 0, M4 0, N4 0, ça veut dire je libère pour la liaison L4, je dois libérer la translation suivant l'axe Y, la translation suivant l'axe Z, la rotation autour de l'axe Y et la rotation autour de l'axe Z. C'est ça la modification de la liaison qui permet de libérer l'ensemble des composantes force du moment déduites pour la liaison L4 qui est la liaison hélicoïdale. Alors comment on peut justement donc modifier cette liaison? Comment on peut libérer d'une manière technique cette liaison? Donc on va regarder ça dans le... Alors, ces inconnus hyperstatiques correspondent à des conditions dimensionnelles de distance et des conditions angulaires de parallélisme entre les axes des différentes liaisons. Le mécanisme devient isostatique si, par exemple, on modifie la liaison L4, parce que ce n'est pas la seule combinaison, mais là, on va agir sur L4 de telle façon à ce que les composantes Y4, Z4, M4 et N4 soient nulles. Le plus adapté, c'est que l'écrou de la liaison L4 il doit être flottant. Flottant dans le sens où on va lui donner la possibilité
de translation suivant l'axe Y suivant l'axe Z et lui donner la rotation, la liberté de rotation autour de l'axe Y, autour de l'axe Z. Et la proposition de conception qui est proposée, c'est celle-ci. On remarque que l'écrou, il peut se mouvoir en rotation et en translation via la liaison qui est proposée, L8 et L9. Donc, on a proposé d'autres liaisons qui vont permettre de donner donc, ce mouvement et cette liberté en rotation et en translation de cet écrou. Alors, on a proposé la solution, on va regarder ensemble cette solution, qu'est-ce qu'il peut donner comme élément et comme analyse, en tout cas, pour relever le degré d'épistatisme. Est-ce que vraiment on est sur un degré d'épistatisme qui est égal à 0? Alors, on a intercalé en série donc, entre S1 et S2 deux pièces intermédiaires qui sont S et S' avec des liaisons L7, qui est la liaison hélicoïdale d'axe X. L8, c'est une liaison pivot-glissante d'axe IZ. Hein, et la liaison L9 aussi, c'est une liaison pivot-glissante d'axe Y. Alors, on va vérifier pour une étude cinématique que cette association de liaisons en série convient et le torseur cinématique de la liaison équivalente entre S1 et S2 va être égal à la sommation de ces torseurs. Donc, les torseurs cinématiques de la liaison L7, L8 et L9 en I, donc on les a réécrits au point I via les torseurs oméga Y9 et V Y9 parce qu'il s'agit d'une liaison pivot-glissante suivant l'axe Y. La liaison L8 oméga Z8 et VZ8 parce qu'il s'agit d'une liaison pivot-glissante suivant l'axe Z. Et la liaison L7, c'est une liaison hélicoïdale suivant l'axe des X. Il se traduit par oméga X7 et P oméga X7. Donc on a réécrit l'ensemble des torseurs au point I hein, pour qu'on puisse faire la sommation des torseurs et en déduire la liaison équivalente. Donc si on réécrit le torseur équivalent, donc on remarque que par conséquent donc, le torseur cinématique de la liaison équivalente au point I a la forme suivante: oméga X, oméga Y, oméga Z, P oméga X, Vy et Vz au point I. Et c'est le centre de la liaison L7. Alors après ce qu'on a fait, on a réécrit le torseur au point O. On a réécrit l'ensemble du torseur au point O. Donc OI c'est égal à X porté par X pour qu'on puisse traduire la liaison au centre de notre mécanisme qui est donc le point O. Sachant que I égale à X porté par X. Donc si on réécrit ce torseur au point O, donc vous avez un torseur qui s'écrit oméga X, oméga Y, oméga Z, P oméga X, Vy moins X oméga Z, Vz plus X oméga Y. Là, on n'a fait que transférer le torseur du point I vers le point O. Et on s'intéresse à la forme canonique du torseur. Vous remarquez que le torseur a une forme oméga X, oméga Y, oméga Z, P oméga X, UY, UZ, qui sont les inconnus cinématiques de ce torseur. Et on remarque qu'on libère la rotation et la translation suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Et c'est ce qu'on cherchait à faire justement entre S1 et S2. Alors, si on veut le réécrire d'une manière statique, du moment qu'on libère les rotations et les translations autour de l'axe Y, autour de l'axe Z, vous avez X4 en termes de force et moins Px4 en termes de moment. Par conséquent, la liaison L4 ainsi modifiée rend la chaîne fermée isostatique, sachant que la liaison S0, S2, c'est une liaison hyperstatique. C'est la liaison équivalente entre S0 et S2. Mais l'ensemble, elle est alors isostatique. Finalement, donc, la liaison, on l'a réécrite d'une manière, on l'a schématisée, on l'a analysée, mais il faut derrière donc, chercher quelle est la technique ou la technologie qu'on peut utiliser pour qu'on puisse répondre à ce schéma, hein,
via donc une technique d'un écrou flottant, ce qu'on appelle aussi un auto-alignement, qui permet donc de répondre justement à ce nouveau schéma et cette nouvelle mobilité de l'ensemble de la liaison hélicoïdale. Avec un écrou qui va être flottant, ça permet de le rendre isostatique. Donc ça, c'est un exemple justement qui illustre un peu l'intérêt de ce cours de théorie de mécanisme, c'est d'agir un peu sur les mécanismes, de les analyser, de relever leur degré d'hyperstatisme. Un mécanisme hyperstatique, ça ne veut pas dire un mécanisme qui est mauvais, mais il impose autant de contraintes dimensionnelles, de distance et de contraintes d'orientation qui sont certainement souvent des parallélismes. Et là, c'est des exigences au niveau, c'est des contraintes au niveau de la fabrication, et c'est parfois lorsqu'on suppose un degré d'hyperstatisme qui est élevé, souvent, comme je dis, donc c'est des contraintes qui sont imposées. Parfois, donc, il vaut mieux de le rendre moins hyperstatique pour diminuer les contraintes qui sont imposées au niveau de la fabrication. Voilà, donc merci à vous.